Au retour de l'FC pour la deuxième partie de notre émission, mais cette fois-ci avec un quatrième volet consacré aux équipes africaines qui ne se sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Coupe du Monde qui commence, vous le savez, à partir du 14 juin jusqu'au 15 juillet. Alors aujourd'hui, gros plan sur le Gabon avec, je rappelle, nos invités. Je vais commencer par le Gabonais, Valérie Ondo, ancien joueur. Valérie qui potasse ses dossiers et qui aura sans doute des choses intéressantes à nous raconter sur son football, le football de son pays. Et puis il y a le Togolais, consultant sportif, Michel Kolani, ancien footballeur aussi, qui est avec nous. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite pour rappeler la question. Alors, quel est le top 5 des joueurs africains que vous suivez le plus et qui évoluent à l'étranger? N'hésitez pas sur notre Facebook, toujours, donc Africa24 et sur le hashtag Africa24 jusqu'à la fin de cette émission. Le dossier de l'FC. Alors, bien entendu, on vous l'a dit et répété, le dossier consacré aux équipes africaines, les grandes équipes, car on considère par exemple que le Gabon est une grande nation du football. Pourquoi le Gabon ne s'est pas qualifié pour le Mondial 2018? Et vous le savez, Pierre-Alain Mungangui a été réélu le 21 avril 2018. Peut-il changer les choses? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant? Eh bien, écoutez d'abord le dossier de Marcel Farba-Maroun et après on va débattre. Très critiqué lors de son premier mandat, Pierre-Alain Mungangui a été réélu le 21 avril 2018 à la tête de la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football. L'ancien arbitre international l'a emporté au second tour en obtenant la majorité absolue. Il a devancé son challenger Jérôme Efong-Zolo avec 45,71% des voix. Il a été reproché à Pierre-Alain Mungangui sa gestion assez opaque depuis sa prise de fonction en 2014. Il veut cependant mettre l'accent sur la formation des jeunes, des entraîneurs et des arbitres et continuer à développer le football féminin. En rappel, le Gabon, qui n'a jamais pris part à une Coupe du Monde, a été écarté une nouvelle fois de la course lors des éliminatoires. Éliminé au premier tour de la CAN 2017 organisée chez lui, le Gabon a mal débuté les qualifications en vue de la CAN 2019 avec une défaite 2-1 contre le Mali. Ouais, pas un bon bilan, mon cher Michel, pour le Gabon. Oui, non, pas un bon bilan, mais bon. En plus, ce que moi je ne comprends pas, le championnat du Gabon, il est pas mal par rapport à certains championnats africains. Qui est arrêté, on va y revenir tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait dû reconduire le même président après l'échec, par exemple, pour la CAN au Gabon, après tous ces petits soucis, le championnat qui est au point mort actuellement, on y reviendra. Est-ce qu'on aurait dû le reconduire? Pour ma part, non, mais bon, ça dépend de comment le mode de scrutin au niveau de la désignation du président est organisé au Gabon. Parce que chaque pays a une façon d'organiser son élection. Je ne sais pas comment ça se passe au Gabon. Oui, alors donc, je ne sais pas si on a vu le jingle, mais on va le voir avant de rentrer dans le débat. Alors, mon cher Valérie, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Est-ce que d'abord, le président qui est en place devrait être reconduit? S'il est reconduit, c'est parce que c'est un bon président? Il fait du bon boulot? Bon, je ne sais pas si c'est un bon président, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été réélu. Et s'il a été réélu, c'est parce que, en ayant, comme tous les autres, sollicité le vote des membres du Congrès, il les a obtenus. Donc certainement qu'il a donné des gages d'assurance, de crédibilité pour une nouvelle politique, ou du moins pour des objectifs qu'il devrait atteindre. Maintenant, moi je prends le problème du football au Gabon sur deux volets, deux aspects. Il y a évidemment la vitrine qu'est l'équipe nationale du Gabon, qui pour moi est un problème distinct du développement du sport, de la discipline qu'est le football au niveau national. Donc tout ce qui concerne la pratique du football de masse, d'élite, de la formation des entraîneurs, de la formation des arbitres, du football féminin, ça c'est un autre volet. Maintenant, bien sûr que l'équipe nationale qui est la vitrine, lorsqu'elle se qualifie
pour la CAN ou lorsqu'elle fait un parcours élogieux en CAN, ce sont des retombées positives pour notre football. Mais il faut savoir que ces retombées ne peuvent être positives que si ce qui sous-tend justement la pratique de masse est bien organisé. À partir du moment où cela n'est pas bien organisé, à partir du moment où certains piliers du football ne sont pas mis en avant, ne sont pas véritablement identifiés, on ne peut pas prétendre qu'aujourd'hui le président de la fédération, qui a déjà passé 4 ans, avec évidemment un projet qu'il a présenté aux membres, aux acteurs du football, qui n'a pas pu réaliser ou qu'il a réalisé en partie, ou je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a eu la confiance à nouveau des membres de ce congrès. On parle de gestion PAC. En clair, qu'est-ce que ça a comme sens pour vous? Ce qui a comme sens pour moi, c'est que on a souvent une mémoire sélective lorsqu'on parle d'un certain nombre de choses. Il faut quand même revenir à ce qui a fait en sorte que le président Pierre-Alain Mungengui soit à la tête de la Fédération gabonaise de football. Donc en 2014, il y a eu une élection où il avait été battu par M. Iwangou, et que ce qui, aujourd'hui, parce qu'il y a un recours là qui est à la FIFA, il y a un recours, donc les mêmes stratagèmes qu'ils ont utilisés pour mettre M. Pierre-Alain Mungengui à la tête de la fédération se retournent aujourd'hui contre lui. Et le chef d'ouvrage de ce stratagème est lui également en détention préventive. C'est le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour lui, ses amis d'hier sont devenus ses ennemis d'aujourd'hui. Donc on a ressorti toutes sortes de choses du passé pour évidemment salir son passage ou tout ce qu'il a pu faire à la tête de la fédération. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait véritablement une objectivité quant au jugement que l'on porte sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas bien fait au niveau de la Fédération gabonaise de football. Mais ça qui est gênant quelque part, on regarde par exemple au Gabon, il n'y a pas de développement pour le football féminin et c'est maintenant il lance comme projet ce projet. Michel, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce le Gabon est en retard sur le football féminin. Oui, mais le problème c'est que, comme il dit, c'est son deuxième mandat. Pourquoi il n'a pas initié au départ? Oui, justement, c'est la question. Mais justement parce que, comme je vous ai dit, il y a des piliers essentiels sur lesquels on s'appuie pour développer une politique sportive. Il n'a aucun collaborateur, aucune personne, aucun service. Je pense déjà qu'il n'a pas une vision conforme où les dirigeants sportifs gabonais, quand je parle des dirigeants sportifs gabonais, j'inclus également le ministère des Sports qui doit être le fil conducteur, celui qui montre la voie et que les fédérations doivent suivre. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun projet réaliste qui tient compte des attentes, qui tient compte du contexte et de la réalité de la pratique aujourd'hui. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre ou à accepter ou qu'on m'explique comment peut-on développer une discipline sportive dans un pays si vous n'avez pas une direction technique fonctionnelle. C'est la direction technique qui est le laboratoire de pensée d'une discipline sur l'échiquier national. Si vous ne l'avez pas, je me demande comment vous pouvez réaliser, à mettre en œuvre votre vision de la pratique de la discipline sur le pays. Donc, ils n'ont pas cette vision, ils n'ont pas cet organe fonctionnel. Donc, tous les éléments sont réunis pour que, finalement, les 4 ans à venir, à moins que je ne me trompe, bon, l'avenir nous dira, mais je pense que ce sera chou blanc également. Oui. Bien vu dans votre développement, dans votre analyse, effectivement, Valérie. Alors, Valérie, nous allons voir le groupe du Gabon pour les éliminatoires de la CAN 2019. C'est le groupe C, avec le Gabon qui est seulement à la 3e place. Le Burundi est en tête. Le Mali est ex-aequo. Le Gabon à 0 points. Ça signifie que le Gabon a perdu son premier match. Et le Soudan du Sud est juste 4e. Alors donc, je regarde le goal average. Bon, ce n'est pas encore catastrophique pour le Gabon, mais ce serait dommage que le Gabon ne participe pas à la prochaine CAN. Oui, il y a alerte, il y a inquiétude ou pas? Lorsqu'on voit, on va parler de l'entraîneur tout à l'heure, des entraîneurs. Est-ce qu'il y a inquiétude? L'inquiétude, elle existe depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, parce qu'on n'avance pas. Nous avons tout à l'heure regardé les coupes africaines. Aucun club gabonais n'y est présent, que ce soit en Coupe de la Confédération, que ce soit en Champions League. Et cela dure depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'on va parler de ce réservoir de joueurs locaux. C'est pourquoi je disais justement que dans mes propos antécédents, j'ai dit qu'il y a le développement de la pratique au niveau national et puis il y a la situation de l'équipe nationale de football qui clairement, enfin l'équipe senior, qui clairement souffre, de l'incompétence du sélectionneur.
Ça, il ne faut pas les résultats l'attestent. Il n'a jamais été à la hauteur de la veste qu'on a voulu lui faire porter. Donc, il faut à un moment donné prendre une décision. Et puis, également, de construire un projet autour de l'un des meilleurs attaquants du monde que nous avons. Donc, c'est en cela, véritablement, que nous attendons cet esprit de management-là pour pouvoir profiter, en termes de marketing, en termes sportifs, en termes d'aura, de ce que Pierre-Emerick Aubameyang doit ou pourrait apporter au Gabon. C'est cela, à mon avis, les défis sur lesquels il faut se lancer pour pouvoir simplement faire en sorte qu'on redynamise notre football. Alors, le 7 septembre 2018, le Gabon sera face au Burundi et le Gabon est obligé de gagner face au Burundi parce que le Burundi est leader. Actuellement, le Burundi n'est pas une grande, grosse nation du football. Et puis, le Soudan sera face au Mali. Donc, un déplacement difficile pour le Mali parce que le Soudan, attention, le Soudan, depuis quelques années, marche très fort. Michel, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, moi, le groupe, là, je pense que dans le groupe, il y a deux sélections qui peuvent sortir, c'est le Mali et le Gabon. Maintenant, ça dépend maintenant de comment ça se gère et qu'au niveau de sélectionneurs, comme il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut des sélectionneurs compétents. Pas l'histoire de ami de mon ami, voilà. Ouais. Et puis, le Gabon a quand même un joueur exceptionnel qui porte le flambeau, c'est Pierre Aubameyang. Mais il en faut d'autres. On va y revenir tout à l'heure, justement, les joueurs qui ont marqué ce football gabonais, nous allons les voir en image. Il y a François Amégas. François Amégas. Oui. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est toujours là. Il y a Daniel Cousin. Bon, je n'ai pas bien compris le rôle de Daniel jusqu'à présent. Il y a Bruno Ekwele Manga, qui a été un garçon très très bon aussi, Mario Lemina, et puis Eric Molongi. Alors, ce sont des noms qui ont un écho. Et je ne comprends pas. Ben, écoutez, c'est un peu embêtant de... Oui, non, mais justement, c'est embêtant parce qu'on n'arrive pas à comprendre de pouvoir disposer d'un certain nombre de talents et de ne pas tirer profit de ce talent-là. C'est pourquoi je disais justement que le problème de l'équipe nationale, il faut régler ce problème de l'entraîneur, et puis de véritablement mettre un cadre qui va régir les relations entre les joueurs internationaux. Daniel Cousin, le profil pour vous ou pas? Bon, écoutez, je ne sais déjà pas d'abord quel profil est demandé pour être manager de l'équipe nationale du Gabon. Donc, il faut déjà définir le profil. Maintenant, non seulement définir le profil et puis lui assigner des missions. Je ne sais pas quelles sont les missions qui lui sont assignées. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cafouillage qui fait en sorte que, vous le dites, il a dit notre frère du Togo, bon, le Gabon est présumé, je vais dire, favori avec le Mali. Mais pour le moment, c'est le Burundi qui est en tête. Ah oui. Donc il va falloir quand même aller chercher des points sur le terrain. Mais cela doit se faire dans une certaine organisation. Aujourd'hui, bon, ça fait quand même un certain temps que Pierre-Emerick n'est pas reparti en équipe nationale. On l'a vu lors du dernier... Et est-ce qu'il veut revenir aussi? On peut se poser toutes les questions. Hein. Il va revenir, mais il faut qu'il y ait une certaine organisation qui soit conforme aux ambitions que l'on veut se donner. Ouais. Si on veut titiller le haut niveau, ben, il faut que certaines choses soient faites clairement. On définit la relation on encadre la relation entre les joueurs sélectionnés, la fédération, le ministère. À partir de ce moment, tout le monde sait quel est son rôle et ce qu'on attend de lui. Aujourd'hui, c'est un cafouillage qui fait en sorte que, malgré les joueurs que nous avons, qui ne sont peut-être pas des Neymar ou des Ronaldo, ben nous avons des joueurs qui ont suffisamment de talent, qui ont suffisamment de qualité pour faire une équipe nationale suffisamment compétitive. Okay. Maintenant, il faut mettre tout ça, il faut mettre une harmonie, il faut mettre tout ça en musique pour que chacun puisse, à son rôle, avec ses qualités, donner le meilleur de soi-même. Alors Valérie, les entraîneurs, là encore, j'ai l'impression que le Gabon s'est complètement planté. Et vous allez me confirmer, messieurs, vous êtes là parce que vous êtes des observateurs privilégiés de ce football. Gersino n'a jamais eu aucune expérience. Ça a été l'un des meilleurs footballeurs du monde. Alain Giresse, bon, Alain a fait ce qu'il pouvait. Gernot Rohr, il a fait aussi ce qu'il pouvait. Mais vous enchaînez avec deux Portugais, Paulo Duarte et Jorge Costa, qui a été un grand défenseur, franchement, l'un des grands défenseurs du football européen, même mondiaux. Et José Antonio Camacho, je l'ai vu l'autre fois sur le banc de touche, c'est un gars qui a beaucoup souffert de la chaleur.
Alors, est-ce que, oui. Il souffre de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. J'ai pas l'impression qu'il a fait avancer le Schmilblick. Non, mais déjà, c'est ce que je vous disais, c'est que la réalité du football gabonais dans le choix de ses entraîneurs, c'est que c'est la fédération en tant qu'organe technique qui doit choisir le sélectionneur. Mais ce n'est pas ce qui se fait. C'est à la présidence où on choisit le sélectionneur et on l'impose à la Fédération gabonaise de football. Et vous avez dit quelque chose, il n'y a pas de direction technique. Il n'y a pas de direction technique. Il n'y a pas de direction on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Mais, et en plus de cela, ce que je vous dis, c'est que ce sont certaines lumières, soit dit en passant, qui sont tapis à la présidence de la République, qui vont décider de qui va être sélectionneur en fonction de leurs avantages, de leurs intérêts. Et puis, on a du mal maintenant, à un moment donné, à s'en débarrasser parce que c'est une lutte de personnalité. Celui-là, celui qui a beaucoup plus de points va faire en sorte qu'on ne puisse pas s'en débarrasser. Donc, on patauge dans ce cafouillage-là depuis un moment. À partir de ce moment, déjà, même quand l'entraîneur arrive, mais il faudrait que les choses soient claires. Nous voulons aller à la CAN, qui me semble un passage obligé avant d'espérer ou d'ambitionner la Coupe du Monde. Bon, dans les 10 dernières années, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes qualifiés du fait que, en 2012, nous avons organisé. Nous avons co-organisé avec la Guinée équatoriale. En 2017, je pense, nous avons organisé. 2017, la CAN d'avant, nous n'y étions pas. Donc, à partir de ce moment, pour avoir des solutions, il faut se poser des bonnes questions. Oui, oui. Et il faut tirer des enseignements, effectivement. Voilà. Michel Azezi, après on va enchaîner. Non, mais ce que mon frère a dit, c'est vrai, c'est que dans la fédération, il faut un patron, c'est le directeur technique. Ah oui, comme partout, oui. Oui. Et le directeur technique, il a une mission, c'est lui qui choisit le sélectionneur. Et puis il est là aussi pour essayer pour coordonner pour superviser dans toutes les régions comment ça se passe, comment ça évolue. Alors, messieurs, nous allons voir le tableau du championnat. Et là, Michel et Valérie, il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Et justement, Michel et Valérie, c'est vous qui allez nous expliquer. Regardez ce tableau avec le championnat qui est au point mort, qui balbutie aussi depuis la 6e journée. Le dernier match a eu lieu le 21 mars avec l'Ozo Mounana. Un but partout. Pas la CAF, mais comment la FIFA peut tolérer parce que la FIFA est financier quand même de ce... Non, la FIFA, je ne pense pas, finance... Non, mais finance le football en général. Oui, le football en général. Mais qui peut... Ben, c'est la CAF. Ça commençant par la CAF. La CAF ne doit pas intervenir sur l'évolution. Il y a un modèle professionnel dans lequel le Gabon s'est engouffré et qui véritablement n'a jamais subi un examen pour conforter la faisabilité ou non. Donc on est rentré là-dedans parce que simplement il y avait une opportunité pour se faire de l'argent pour certains, et ce qui a été le cas parce que l'État a englouti énormément d'argent dans ce championnat professionnel et qui à la base n'est même pas professionnel puisque les joueurs n'ont aucun statut, puisque les contrats qui sont signés entre les joueurs et les clubs sous bien évidemment la responsabilité ou le contrôle de la fédération, voire de la Ligue de football professionnel, ne sont pas respectés. Donc avant d'aller à la CAF ou avant d'interpeller la FIFA, qu'on essaie d'abord de balayer chez nous, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, il est difficile, à mon avis, que l'on demande à des joueurs de venir faire des prestations hors normes s'ils ont faim, s'ils n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, s'ils n'arrivent pas à se nourrir correctement, à répondre tout du moins à des besoins primaires. Donc ce sont toutes ces choses qu'il faut mettre, qu'il faut régler pour que notre football reparte de l'avant, avec évidemment, comme je l'ai dit, ce passage obligé qu'est la direction technique, qui est le laboratoire de pensée de la politique nationale du football. Si cela n'existe pas, on va dire, tous les éléments sont réunis pour que, d'ici 4 ans, on soit toujours au même niveau, voire un peu plus bas. Dans la partie 3 de l'émission, il va se passer beaucoup de choses. Restez avec nous. À tout de suite.